Alors, pour la prochaine conférence, au niveau des consultations, symposium R&D et autres incitatifs, consultation fédérale RSCDE et régime privilégié des brevets, 3 conférenciers, Mme Hélène Nathalie Lamontagne, qui travaille en fiscalité et fait partie de l'équipe de Deloitte, où elle agit à titre d'associée en fiscalité au sein du service spécialisé recherche et développement et incitatifs mondiaux à l'investissement et l'innovation. Elle possède une solide expérience en fiscalité de la RSCDE, ainsi qu'une grande connaissance des programmes d'aide gouvernementale et non gouvernementale qui soutiennent l'innovation. Elle est titulaire d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et est membre de l'Ordre des CPA du Québec. En février 2009, Mme Lamontagne s'est vue décerner le prix d'excellence 2007-2008 de la sous-commissaire de l'Agence du revenu du Canada en lien avec le plan stratégique et opérationnel régional de l'ARC. Mme Lamontagne a déjà siégé au conseil d'administration de la PFF à titre de présidente du CA et présidente du comité d'audit, et elle est maintenant impliquée dans le comité de la revue Stratège à titre de représentante du volet des incitatifs fiscaux et gouvernementaux. M. Daniel Lamère est directeur principal au sein de l'équipe des services fiscaux de PwC. Il agit comme conseiller auprès d'entreprises depuis maintenant plus de 20 ans, principalement dans le secteur des incitatifs gouvernementaux, auprès de grandes entreprises publiques et privées et de PME œuvrant dans le secteur manufacturier, en métallurgie, et dans le secteur des plastiques et composites, dans le secteur de l'énergie ainsi que des technologies de l'information. En plus d'agir comme chargé de cours dans le cadre des programmes de maîtrise en fiscalité de HEC Montréal et de l'Université de Sherbrooke, il a œuvré comme modérateur et coordonnateur de l'atelier financier fiscal du symposium sur la RSCDE de la PFF pendant plusieurs années, en plus de participer à l'organisation des tables rondes avec l'Agence du revenu du Québec. Et finalement, Pascal Martel, associé chez KPMG depuis 2018, il occupe le poste d'associé responsable de la fiscalité pour la province du Québec et il apporte avec lui près de 25 ans d'expérience approfondie dans différents domaines. Dans ce rôle, il est responsable des opérations quotidiennes et globales de la pratique et il assure la qualité des services rendus aux clients. Pascal est également responsable de mettre en œuvre la stratégie de croissance et de soutenir les associés de la pratique. Il est demeuré l'associé responsable du groupe des incitatifs fiscaux au Québec. Bonne conférence. Alors, j'ai le plaisir cet après-midi avec mes confrères de discuter des consultations par rapport au programme de la RSCDE. Comme vous le savez, ça a été annoncé dans le budget fédéral 2022, à l'effet que, par Finance Canada, bien sûr, que le programme des crédits d'impôt à la RSCDE, il y avait un objectif du gouvernement de finances de faire des consultations pour tenter d'obtenir le pouls de la communauté, en ayant toujours le souci d'améliorer le programme, de le rendre efficace et de le moderniser. Donc, le budget 2023, on n'a rien vu de nouveau sous le soleil par rapport à cette consultation. Toutefois, le 31 janvier dernier, 2024, Finance Canada a ouvert les consultations par rapport au programme de crédit d'impôt à la RSCDE et également en regard de la création, enfin, il voulait obtenir une consultation en lien avec la création d'un régime privilégié de brevets. Alors, évidemment, on parle de propriété intellectuelle qui émane souvent des travaux de recherche. Finance Canada veut solliciter toute la communauté, les contribuables, les praticiens, pour tenter d'obtenir les commentaires en lien avec ces deux sujets qui sont entrelacés, bien qu'indépendants. On va vous en discuter tout cet après-midi. Donc, rapidement, comme je le mentionnais, dans le cadre de ces consultations-là, au niveau de la RSCDE, Finance Canada invite la communauté à se prononcer sur 7 questions clés pour tenter de déterminer qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tenter que ce programme-là soit efficace, moderne et simple et amélioré. Et donc, nous, dans le cadre de notre présentation, on va se prononcer sur ces 7 questions-là en lien avec la RSCDE, puis on va aussi aborder dans les 15 dernières minutes la question du brevet, donc régime particulier au niveau des brevets ou IP Box, bref. Par contre, sachez, mise en garde. Très important. C'est important. Sachez que, puis évidemment, on a préparé cette conférence vraiment
efficacement. Oui. Mais- Ça devient un exercice de réflexion, en fait. De réflexion. Donc, mise en garde, les propos que je vais tenir et que mes confrères vont tenir, bon, évidemment, ça ne veut pas dire que je vais être en accord avec ce que Pascal et Daniel sûr que vont non. présenter et vice-versa. C'est ça qu'on Cela est amis. dit, on voulait que cette conférence, avant le cocktail, soit cool, relax. Relax. Donc, évidemment, on va s'amuser, mais ça va être instructif. À tout le moins, on va vous présenter un peu les éléments qu'on juge, effets saillants en réponse aux 7 questions. Donc, on va les passer une à une et on va donner notre point de vue en lien avec les années de pratique. Les réponses n'engagent que nous, OK? Puis ça va être, vous allez voir, ça va prendre plus la forme peut-être de discussion pour certains éléments. Alors, bon, ben, On y va en plonge? accrochez-vous tout le monde, on y va. Super. Ça rappelle la conférence du monde idéal il y a quelques années. Oui, la R&D dans le monde idéal. Puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on se contrôle mutuellement, il ne faut Voilà, pas qu'on dépasse voilà, le temps. Là, donc, ça va être tout un défi. Exactement. Donc, par rapport aux consultations, par rapport à la RSCDE, je veux juste faire une petite parenthèse parce que je ne sais pas si certains d'entre vous qui ont suivi le budget du Québec du 12 mars dernier, au niveau des technologies de l'information, le crédit d'impôt, développement affaires électroniques, ainsi que le crédit d'impôt pour la production de titres multimédia. Une surprise, évidemment, avec le déficit annoncé qui était très important, là, près d'11 milliards, bien qu'il y avait eu des petits cadeaux en novembre. Bref, il y a eu un changement important, donc la partie non remboursable du CDAE est augmentée, ainsi que le crédit d'impôt production de titres multimédia qui est en lien avec l'industrie du jeu vidéo, qui était toujours remboursable, il y a une partie non remboursable. Donc, bref, c'est comme un changement du tableau. Mais le point qui est important, c'est que le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a dit « Attention, au Québec, on a 277 mesures fiscales. Ça coûte à peu près 50 milliards au gouvernement du Québec, année après année. On va faire une révision en profondeur de ces mesures fiscales-là au printemps 2024. » Donc, il y a 19, le printemps c'était 19 mars. Donc, c'est commencé, et il a dit qu'il allait vraiment s'impliquer directement. Et ce qui se dégage, même si ce n'est pas une conférence sur le budget du Québec, c'est que le gouvernement du Québec veut récompenser les entreprises qui paient de l'impôt, un, et deux, veut aussi récompenser les entreprises qui ont des emplois à forte valeur ajoutée. C'est un peu ça qu'on retient. Donc, c'est important parce que quel va être le topo en 2025 de cette réflexion-là au Québec? On ne le sait pas encore. Et compte tenu que les consultations au fédéral, la date limite, c'est lundi prochain, soyez avertis, vous avez le week-end pour travailler là-dessus. C'est le 15 avril, la date limite, autant IP Box que R&D. Et le budget fédéral a été annoncé pour le 16 avril, le lendemain. Donc, il y a fort à parier que ce qu'on va vous présenter au niveau des consultations fédérales, ça risque de se matérialiser plutôt dans le budget fédéral de 2025. Et au niveau du budget du Québec 2025, ça risque d'être mouvant aussi compte tenu de ce que j'ai présenté. Donc, ça, c'est la trame de fond. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. On va revenir au fédéral. On va passer en rafale les 7 questions. Et avant d'aborder chacune des 7 questions qu'on voit ici, je veux juste vous dire qu'on a eu des discussions, puis on s'entend tous sur le fait que l'accès universel au programme de la RSCDE est primordial. Il doit être applicable aux entreprises, quelle que soit leur taille. C'est une prémisse au niveau de l'égalité, de l'équité, qui est un point qui revient dans tout ce qu'on va vous présenter. Et aussi, on dit, la pierre angulaire, et ce qui est l'enjeu principal des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, c'est la prévisibilité. Et comment on fait pour tenter d'avoir et d'améliorer cette prévisibilité année après année pour les contribuables? C'est vraiment un défi majeur. Donc, première question, comment le programme de la RSCDE peut-il demeurer efficace pour soutenir les investissements en R&D de tous les types d'entreprises au Canada? Et aussi, comment le programme R&D peut-il mieux soutenir la croissance et la réussite des entreprises canadiennes à forte intensité en R&D à l'avenir? Donc, on s'entend tous que le programme de la RSCDE, on l'a dit ce matin, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a rien qui est parfait. Là. Donc, le programme de crédit d'impôt RSCDE, il n'est pas parfait non plus parce que la perfection en ce monde est un peu une utopie. Toutefois, on est d'accord que quand on regarde au niveau du PIB aussi, année après année, au niveau des statistiques qui sont publiées par le gouvernement, on se rend compte que les demandes, bien qu'on a vu ce matin, qui ont augmenté, mais
de façon générale, par rapport au PIB, quand on compare aux autres pays, on est en chute. C'est-à-dire qu'on n'investit pas assez en RSDA par rapport aux autres pays. Donc, le défi, c'est d'arriver à un certain équilibre entre réduction des formalités administratives tout en maintenant l'intégrité du système fiscal, ce que moi j'appelle la gestion du risque. Donc, évidemment, pour garantir que le programme programme RSDA s'améliore et reste efficace, on est d'avis qu'au niveau de Finances Canada, devrait prendre le devant pour publier les fameux documents d'orientation que nous avions dans le passé là, par rapport à certains secteurs d'industrie. C'est disparu. Si vous allez sur le site de l'ARC aujourd'hui, bien qu'il est super bien structuré avec 21 politiques présentées, 6 guides, c'est vraiment très utile. Mais par contre, on ne trouve plus les documents d'orientation jadis sur certains secteurs d'industrie et compte tenu de l'émergence de certains secteurs de technologie, intelligence artificielle, blockchain, etc., ça devient peut-être un peu plus difficile pour des technologies émergentes de pouvoir voir comment l'ARC va interpréter l'application du programme. Là-dessus, peut-être, Hélène. Effectivement, de mon côté aussi, je pense que la réintroduction de certains documents particuliers à certains secteurs pourrait être pertinente. C'est sûr qu'à un moment donné, à l'époque, ça avait été retiré parce qu'il y avait une multitude de documents qui parfois pouvaient passer certaines situations, mettre en contradiction dans certains cas. Je pense qu'il y a peut-être un lieu à avoir un retour sur ce genre de documents-là. Cependant, le but, c'est peut-être de s'assurer de ne pas les multiplier. Puis, j'avais dans mes notes, moi j'avais noté, entre autres, peut-être que certains secteurs, il pourrait y avoir des grands documents d'orientation pour certains secteurs spécifiques. Moi, j'avais noté TI, manufacturier, sciences de la vie. Puis, en regardant les statistiques que Mme Redeka a présentées ce matin, constate que c'est les 3 grands secteurs. Fait que peut-être que, sans aller jusque dans le micro-détail au niveau des documents d'orientation, effectivement, peut-être qu'une façon de s'assurer que le programme demeure efficace, puis ça va avoir un impact aussi sur l'application du programme, ce serait de réintroduire certains documents d'orientation qui pourraient guider les demandeurs dans la préparation des demandes. Exact. Un autre point aussi qui est soulevé, comment rendre le système crédit d'impôt RSDA plus efficace, le caractère remboursable du crédit d'impôt. Oui, le budget du Québec me fait peur parce qu'on a la portion non remboursable, mais à quel point, puis je parlais justement avec un collègue de notre bureau de Lyon ce matin en France pour faire un peu le comparable, puis il me disait, eux, pour les petites entreprises ou pour les grandes entreprises, le CIR, crédit d'impôt recherche, est remboursable. Et ça fait en sorte, quand une entreprise doit décider où je poursuis ma croissance, c'est clair que cette compétitivité-là, en lien avec la remboursabilité, a un impact important pour faire le choix d'une entreprise d'aller installer son entreprise dans un pays ou dans un autre. Alors, le caractère remboursable pour les petites entreprises, oui, certes, il y a des critères, on va les voir tantôt, mais au niveau des grandes entreprises, le propos de la remboursabilité vise tout azimut, peu importe la taille d'entreprise. Puis, un point qui est important que je n'ai pas mentionné, mais qui est d'une extrême importance parce que le temps, c'est de l'argent, en ce sens que toutes les propositions ou les discussions qu'on présente, Finances Canada nous demande, faites des propositions, mais il faut que ça soit coût nul pour l'État. Et là, vous allez voir à la question 7, on donne quelques pistes, parce que c'est facile pour nous de dire remboursabilité, plus de dépenses admissibles, etc., mais ultimement, il faut que ça soit coût nul pour l'État. Donc, c'est un défi, quand même, ces consultations. Rapidement, revoir la limite de dépenses. La fameuse limite de dépenses de 3 millions, ça fait 15 ans qu'elle existe. Au même titre que le capital imposable, 50 millions, ça fait 15 ans que ça n'a pas été réajusté. On s'entend qu'une start-up, une compagnie qui a besoin de financement, qui s'endette, le capital imposable, c'est dette capitaux propres, donc BNR. Donc, c'est clair que ça l'ampute et ça vient miner sa remboursabilité et donc sa compétitivité. Tout le monde devrait être indexé au coût de la vie à chaque année. Ces montants-là devraient suivre l'évolution, effectivement. Ouais. Puis personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous deux, de votre côté, mais moi, la limite de dépenses, oui, mais je mettrais la priorité. S'il faut prioriser quelque part, moi, je prioriserais probablement sur le capital imposable. De plus en plus, on est confronté à des situations, effectivement, les endettements, les niveaux d'endettement augmentent à cause du niveau d'investissement. Ça a évolué dans le temps, puis évidemment, ça va suivre. Je dirais que la première chose à faire, c'est de donner plus de marge de manœuvre pour accéder aux fameux 3 millions. Le 3 millions peut demeurer, parce que c'est quand même pas, il n'y a pas 1 million de contribuables qui dépasse cette limite-là. Donc, s'il faut prioriser, on s'entend. Si on peut avoir les deux, fantastique, on va être heureux. Mais s'il faut prioriser, moi, personnellement, je pense que je prioriserais le capital imposable. Je suis d'accord avec toi. Excellent. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et un autre point qu'on soulève, c'est un soutien adapté aux start-up et aux petites entreprises. On sait que, oui, l'ARC s'ajuste selon l'ampleur de la taille de l'entreprise.
Toutefois, on milite pour un programme de RSCDE qui devrait envisager d'offrir des crédits d'impôt améliorés spécifiques pour des petites entreprises dans peut-être certains secteurs niches qui sont très porteurs pour l'économie du Canada. Et faire en sorte, un peu comme, je sais qu'au Royaume-Uni, il y a un système similaire pour les petites entreprises. Pendant les 2 à 3 premières années, il n'y a comme pas nécessairement de vérification qui est faite, mais quand même des discussions avec le gouvernement. Parce que ce qu'on veut atteindre, c'est quand même réduire le fardeau administratif. On veut gérer le risque. Donc, réduire le fardeau administratif, pas être trop coercitif, par rapport aux petites entreprises qui ont quand même besoin de ce support-là, mais c'est clair que ce qu'ils font comme travaux doit cadrer. Mais le caractère incitatif qui était là jadis à l'avant-plan, puis moi, ça c'est mon évaluation perso, là. Moi, je suis comme un balancier. Donc, avant 2001, c'était plus, on mettait l'accent beaucoup sur « Ah, c'est un programme incitatif, je vais te donner un break, oui, je t'accorde la dépense », versus après 2012, où il y a eu des changements importants suite au rapport Jenkins, où on a vraiment resserré, on a plus regardé le programme RSCDE comme avec des yeux de conformité fiscale. Et là, je pense qu'il faut. Mais moi, j'aime l'idée, Hélène. Par contre, il faut que ce soit ça prend un minimum d'encadrement dans une politique comme ça, parce que ça va apporter un caractère, peut-être un manque d'équitabilité envers certains contribuables, dans ce sens que on est loin des sandwichs aux œufs, les projets de sandwichs aux œufs, on le sait, on n'est plus là. Par contre, certains startups pourraient avoir certaines tendances à pouvoir pousser la machine au maximum. Donc, il faudrait peut-être encadrer soit par des dépenses, une limite de dépenses ou à laquelle on a accès immédiatement au crédit, ou par d'autres critères pour pouvoir assurer une certaine limite et un certain, surtout ce qui me préoccupe dans cette proposition, c'est le caractère équitable envers les autres réclamants. On s'entend que le deuxième volet de la question, c'est comment le programme de RSCDE peut-il mieux soutenir la croissance et la réussite d'entreprises canadiennes à forte intensité de la RSCDE. Donc, c'est ça, là, il faut trouver une façon de les supporter en contrôlant le risque. Comme tu dis, est-ce que c'est basé sur un certain montant de dépenses admissibles, un certain nombre d'employés, un certain niveau de capitalisation, un cadre à l'intérieur duquel on aurait cette espèce de processus relativement plus automatique qui permettrait de les supporter pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et pour les entreprises, encore là, en lien avec le CIR en France, le crédit d'impôt recherche donne un crédit sur les investissements de capital, dépenses en capital. Ah oui, jadis, avant 2012, c'était comme des belles années. Le crédit d'impôt dans le budget 2012, au niveau des dépenses en capital utilisées, 90% inclus en RSCDE, matériel à vocation multiple, tout ça a été éliminé. Donc, évidemment, dans les consultations, nous, on croit que, puis on était assez unanime sur ça, que les investissements capital sont nécessaires pour effectuer de la R&D au Canada, faire en sorte que les entreprises soient plus productives, plus efficaces, plus innovantes. Et quitte à appliquer des règles de récupération comme ça existait à l'époque aussi, au bout de 10 ans, mais on est d'avis que c'est un élément qui est un plus pour le système français et d'autres versus moins pour nous. Oui, on est désavantagé par rapport à d'autres programmes, puis ça nuit à la compétitivité du Canada pour attirer ces activités-là ici, là, clairement. Autre point, favoriser une meilleure collaboration entre le monde universitaire et l'industrie, peut-être donner des super déductions, ou bref, je pense que le monde du savoir, donc les universitaires versus l'aspect pragmatique, les entreprises devraient davantage collaborer ensemble. On sait qu'il y a des crédits d'impôt recherche qui existent au Québec, la recherche précompétitive et tout. Au fédéral, on a moins ces dynamiques-là, donc on milite pour ça également. Deuxième question, rapidement, quelle amélioration... Ah, ça, c'est ma question préférée, je suis désolée. On s'entend pas là-dessus. On s'entend pas là-dessus, mais la question 2... donc... Quelles améliorations c'est la définition de donc, quelle amélioration à la définition de la RSCDE aux critères d'admissibilité du programme ou à l'architecture globale du programme devrait être envisagée? Et donc, la définition de la RSCDE, là, c'est intéressant de revenir aux sources. Là, 1963, là, c'est basé sur le manuel de Frascati. Moi, je l'ai dit tantôt, Frascati, je pensais que c'était un humain, mais c'est une ville en Italie. Je ne suis pas très forte en géographie. C'est une très grosse ville non plus. Là, mais c'était intéressant la discussion qu'on avait par rapport à ça, parce que tout le système de RSCDE, recherche pure, recherche appliquée, développement expérimental, c'est basé sur ce manuel de Frascati, 1963, mais qui est quand même mis à jour. La dernière mise à jour, c'est 2015. Mais puis tous les pays de l'OCDE se basent sur ce manuel-là, qui est un peu la Bible. Donc, ils le mettent à jour, mais est-ce qu'on y retourne dans le feu de l'action quand il y a un audit, quand on revient à la définition en 248.1 de la RSCDE? Je pense pas.
Mais la définition de la RSCDA n'a pas été mise à jour. Il y a eu quelques ajustements. Évidemment, en 85, lorsqu'on a ajouté développement expérimental, 98, quelques ajustements mineurs. Mais est-ce qu'il faut moderniser la définition de la RSCDA? Oui, on a des accords, mais je pense qu'il faut donner des clarifications. Puis à un moment donné, l'ARC, on a enlevé les guides, on l'a mentionné, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui disaient « Ah, ben c'est écrit tel exemple de guide agroalimentaire, tel exemple, c'est mon cas, moi, dans mon entreprise, donc ça devrait être admissible, on me le refuse, pourquoi? Peut-être ça met des enjeux. » Je ne le sais pas, mais ça manque beaucoup à l'industrie. Et moi, je me dis toujours, tout passe par la communication. Donc, plus on a des exemples, plus on a peut-être avec les industries aussi, ouvrir la discussion Finance Canada, ARC, l'industrie, des technologies émergentes pour tenter de développer des lignes directrices sur qu'est-ce qui devrait être considéré comme admissible ou pas. Une bonne idée, Hélène, mais moi, je suis fondamentalement contre revoir la définition de la RSCDE. Je pense que depuis au moins les 20 dernières années qu'on est impliqués, en tout cas nous trois dans le domaine, on discute encore de la définition. Moi, je pense que la définition, elle est correcte. Elle est assez claire, malgré qu'elle porte à interprétation, mais c'est la beauté du programme. Et c'est ce qui rend le programme universel et plus large pour l'ensemble des industries au Canada. Par contre, peut-être amener des précisions. Il ne faut pas essayer de la simplifier, mais de venir préciser certaines définitions, par des guides, par exemple, nous aidaient beaucoup. Les politiques d'application nous aident. J'aimerais mieux rajouter de la précision plutôt que revoir la définition, parce que si on revoit la définition, on repart pour 20 ans à discuter, là, dans des symposiums, des ateliers. Oh my God, Et oui. puis là, je pense que c'est là qu'on va perdre du momentum. Puis on n'est pas dans un moment de notre économie qu'il faut perdre du momentum au niveau de l'innovation par des définitions et ça débattre des définitions qui mènent nulle part. La définition, elle est là, elle est claire, elle est connue. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce qu'elle est adéquate et suffisante? Oui. Peut-être amener de la précision et jouer à travers ça pour pouvoir là, venir préciser certains éléments. C'est mon opinion là-dessus. Oui, puis je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Jouer sur la définition, c'est un peu dangereux. Puis on va souvent parler de prévisibilité dans nos programmes. Hein. Ça veut dire qu'après ça, dans la modalité d'application, on a plus de flexibilité. Parfait, fantastique, on peut jouer là-dedans un petit peu plus. Mais la définition en tant que telle, puis les critères d'admissibilité tels qu'on les connaît, personnellement, je n'irais pas trop jouer là-dedans, effectivement. J'irais plus sur la modalité d'application, mais pas sur des éléments fondamentaux du programme. Mais bon, écoute, ça reste à voir. On est là pour discuter, mais tu sais, quand on parle de développement virtuel, des développements basés sur les simulations et tout, quand on parle de blockchain, d'intelligence artificielle, toutes les technologies émergentes qui vont à la vitesse de la lumière ou presque, c'est là que, oui, il y a la définition, il y a la jurisprudence, il y a les politiques d'application de l'ARC. Donc, parfois, pour le commun des mortels, des entreprises qui réclament en ayant un aspect très positif sur la prévisibilité, puis se fait tout refuser, ben, c'est clair que l'année d'après, est-ce qu'il va mettre toute l'énergie pour réclamer de nouveau, alors que il s'est fait tout refuser, et refuser peut-être sans pas comprendre pourquoi. Et ça, c'est la pire chose, quand on ne comprend pas pourquoi. C'est comme quand on se fait laisser et on ne comprend pas pourquoi. non, mais je rigole, c'est le cocktail bientôt, mais c'est vrai. Il faut comprendre pourquoi c'est pas admissible. Tu ne nous convaincras pas, Hélène, arrête. Pourquoi c'est admissible. Pardon? Tu ne nous convaincras pas, arrête. Puis même, tu vois, au niveau de la définition, tu mentionnes la question, Hélène, puis on en a discuté, tu mentionnes la question de simulation, par exemple. Mais tu sais, on parle bien dans la définition de RSCDE d'activité par expérimentation ou analyse. Ouais. Est-ce que c'est d'utiliser le terme analyse pour lui amener, en fait, d'introduire cette nuance-là, cette particularité-là? Ça reste à voir. Mais oui. Tu vois, c'est un peu une espèce d'élément qui vient supporter le fait que la définition, elle n'est pas si... Non, elle n'est pas archaïque, en tout cas. Pour avoir des activités de routine, par exemple, qui sont nécessaires et souvent non admissibles, mais qui devraient donner lieu à un crédit plus bas, mais qui élargirait le spectre ou le périmètre des dépenses admissibles. C'est des choses qui pourraient être regardées, mais je ne pense pas qu'on a besoin du développement expérimental, peu importe l'industrie, qu'on soit dans l'AI, qu'on soit peu importe, à mon avis. Élargissons peut-être certaines activités pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Puis on en discute un petit peu plus tard tantôt pourquoi. Mais moi, je pense que ce serait la meilleure façon de procéder dans les prochaines années. On peut passer à la question 3, si vous me permettez. Absolument. Et là, c'est toi, Pascal, qui va Absolument. Si vous donner me ton permettez, point. je vais prendre 30 secondes pour me reconnecter. Depuis quelques années, je participe moins au symposium de par mes fonctions. Mais une chose, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'étais très enthousiaste de discuter avec vous. Depuis les dernières années, comme je vous dis, je suis moins impliqué. Je recommence tranquillement. Mais une chose qui m'a frappé encore aujourd'hui, c'est le nombre de participants. Puis je dois féliciter Gérald et son équipe pour la préparation de ce symposium-là. Puis le plus important, par contre, que je trouve encore plus intéressant, c'est quand je regarde la salle aujourd'hui,
malgré les vieux visages comme nous ici, là, il y en a d'autres, les Perrault de ce monde, la Gérard, ça fait longtemps qu'ils soient là, mais Dominique, etc. C'est les nouveaux visages jeunes que je vois qui s'intéressent à cette profession. Et puis moi, j'ai pu constater dans les dernières années, avec les fonctions que j'ai occupées, que soyez fiers. Puis là, je parle autant pour les gens qui travaillent à l'ARC, à Revenu Québec, les gens de l'industrie, les gens, les consultants qui supportent ce programme-là. Soyez fiers du travail que vous faites, parce qu'il est extrêmement important. Souvent, on s'en rend pas compte. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais sur les lignes, et puis, au travail, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on le regarde dans un autre niveau, et puis l'importance que le programme de RCDE, puis tous les incitatifs qu'il y a aux alentours, il est extrêmement important. Et puis, il faut être fier. Promenez-vous la tête haute avec la profession que vous faites. Elle est très importante, très valuable, comme on dit. Elle apporte beaucoup de valeur. Et puis, continuez. Puis, j'encourage beaucoup les jeunes à continuer à s'impliquer, à mieux comprendre. Vous voyez, c'est complexe. Ça fait 20 ans qu'on parle souvent des mêmes choses. C'est toujours pas clair. Mais soyez curieux et continuez dans cette voie-là. Là. C'est très, très intéressant. Puis, je suis très heureux de voir les nouveaux visages aujourd'hui. Puis, on voit que la pérennité est là, puis ça va continuer. Voilà, c'était mon petit intermède là-dessus. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Moi, j'avais la question 3 à couvrir. Je vais couvrir la question 3 et la question 4 en même temps, parce que moi, j'aime ça les choses concises, des choses un petit peu plus synthétiques. J'ai appris ça récemment, parce que je n'avais pas beaucoup de temps dans ce que j'avais à faire. Commençons par la question numéro 3, qui est la plus intéressante. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais aller là-dedans. Comment le programme de RSCDE complète-t-il, puis soyons attentifs sur la façon que ça a été rédigé, cette question. Comment le programme de RSCDE complète-t-il la série existante de programmes de soutien à la R&D au Canada? Comment est-il possible d'améliorer cette complémentarité? Bon. Avant d'aller à la question, puis pour partager mes idées à propos de cela, j'ai fait quelques recherches, que je voulais voir un peu ce qui se passait. Moi, dans ma carrière en RCDE, je me suis beaucoup préoccupé dans le domaine manufacturier. Bon, il y avait beaucoup de technologie de l'information. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le domaine manufacturier, puis j'ai vraiment focusé beaucoup là-dessus. Et puis, en faisant mes recherches pour voir un peu ce qu'on en était rendu là-dedans, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'au Canada, on est vraiment beaucoup et de loin en retard au niveau de la productivité. Tellement en retard que si on compare les statistiques de 1988 par rapport, si on se compare à nos voisins américains, le pourcentage d'écart, on était en 88, on était à 88 % avec la productivité des travailleurs américains. En 2002, on était rendu à 71 %. Je ne sais pas ce que ça va nous mener tout ça, mais il va falloir faire quelque chose. Et la productivité, c'est quoi? C'est toute la productivité, le travail, ce qu'on peut produire dans un X période de temps. Alors, il faut rester compétitif. Bon. Maintenant, comment augmenter cette productivité-là? C'est la question que je me suis posée. Il y a 3 éléments. On a parlé tout à l'heure des dépenses en capital. Bon. Moi, je trouve qu'on donne beaucoup de crédits. Pour les crédits verts, on en a parlé tantôt pendant 1 heure de temps. Comment peut-on faire de la RSCDE si on n'est pas équipé pour la faire? Je n'ai jamais compris en 2012 quand ils ont enlevé les dépenses en capital de la RSCDE. Il faut que ça revienne. Si on veut que nos gens soient productifs, il faut ramener ça à l'ordre, évidemment. Évidemment, l'autre élément, il y a 3 éléments. Il y a les dépenses en capital, le deuxième, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ça prend du training, ça prend des compétences, ça va de soi. Et le troisième qui est intéressant, c'est pour augmenter la productivité, ça prend de la recherche et développement. Bon. Si on part de cette troisième prémisse-là, puis on regarde ce qu'on a au niveau du programme. C'est difficile aujourd'hui pour les entrepreneurs, puis je l'ai constaté récemment, parce que je commence à revenir un petit peu dans le circuit, parce que là, je commence à être habitué dans ma nouvelle job, parce que j'ai un peu plus de temps à faire ce que j'aime le plus faire, de la RSCDE. C'est difficile pour les entrepreneurs de se retrouver dans tous l'imbroglio des incitatifs fiscaux qu'il y a présentement sur le marché. Hein? Souvent, ce qu'on voit, les entrepreneurs nous appellent, les entreprises, c'est quoi la meilleure incitative? Où est-ce que je peux trouver la pépite d'or en subvention, en aide, en financement pour financer mon innovation? Ils ne savent plus du tout où se mettre la tête tellement qu'il y en a partout. Quand on relit maintenant la question, pourquoi que le programme de RSCDE ne serait-il pas le point central du financement de l'innovation au Canada? Au lieu de... Si on reprend la question qui aurait dû être posée, moi j'aurais posé comme ça. Comment la série existante de programmes de soutien à la R&D au Canada pourrait compléter le programme de RSCDE? Donc, on met le programme de RSCDE central pour financer l'innovation au Canada.
On a dit tantôt, c'est un programme qui est universel. Il n'est pas ciblé par exemple, des subventions directes. On cible l'industrie. On le voit présentement dans l'industrie des batteries. Il y a un paquet d'argent qui s'en va là-bas. Il est universel, il est structuré. Et on a deux agences, Revenu Québec et ARC, qui le comprennent, qui sont capables de l'administrer. Moi, à mon avis, je donnerais plus de pouvoir à l'ARC et l'ARQ pour financer l'innovation au Canada. Ça ne sert à rien de chercher à midi 14 heures, c'est là que ça se passe. Un examinateur financier ou un CRT ne devrait jamais laisser un entrepreneur, il se peut qu'un projet de RSD ne soit pas admissible pour X, Y raison. Par contre, un examinateur financier, un CRT, peu importe qu'il soit Revenu Canada ou Revenu Québec, ne devrait jamais laisser un entrepreneur, lorsqu'on a un projet qui est décent, on ne parle pas de Sanouche-aux-Œufs. Moi, je pense que je suis ailleurs. On parle d'un projet de RSD qui se tient. Il manque ci, il manque ça. On ne devrait jamais laisser un entrepreneur à zéro seul. Les gens, les spécialistes, devraient rediriger vers un autre programme si la R&D ne fonctionne pas. Mais systématiquement. Puis aussi, Pascal, si tu me permets, en lien avec la question 3, on parle de complémentarité, mais si on pense au fédéral, il y a le PARI, Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation, il y a le service des délégués commerciaux. Au fédéral, il y a quand même des programmes en lien avec la RSCDE qui sont comme extraordinaires. Et évidemment, le fait que parfois un contribuable va faire une demande de crédit d'impôt RSCDE sur un projet qui a été par ailleurs admis au PARI. Et c'est quand même les mêmes critères. Oui, on s'entend qu'il y a certaines particularités, mais quand on parle de gestion de risque, diminuer le fardeau administratif, bien, pourquoi l'ARC n'a pas plus, comment je dirais, pas de mainmise, mais une fois que le PARI a statué que c'est de la RSDE, bien, un genre de passe-droit à l'ARC, éviter de vérifier alors que le risque est extrêmement minime, si risque il y a. C'est un point. Le Fonds stratégique pour l'innovation, ou le CIF, Strategic Innovation Fund, c'est un peu similaire aussi, ça prend de la RSDE. Donc, on croit que il y a vraiment matière à améliorer la complémentarité. Je comprends ton point, Pascal, mais il y a quand même des programmes satellites qui pourraient mais ces programmes-là, l'ARC devrait être en mesure de les administrer, de pouvoir les rediriger et peut-être même les donner aussi. Le problème qu'on a présentement, c'est que le manque de centralisation fait perdre beaucoup de temps. Hein? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui cherchent la fameuse subvention à gauche, à droite. On ne la trouve pas. Souvent, elle n'existe pas. Pourquoi? Je n'ai rien contre les programmes directs. On va appeler ça des subventions directes. Il y a quatre sources de financement au Canada. Il y a la RSCDE, il y a les congés fiscaux, les crédits d'impôt puis le financement gouvernemental. Il y a ces quatre choses-là. Sont dans quatre endroits différents. Je ne pense pas que le financement devrait rester avec Investissement Québec parce que c'est une chose qui est particulière, mais tout ce qui est subvention et crédit devrait être centralisé. Au niveau des subventions, si on revient, depuis le début de la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Elle a fait en sorte que les entrepreneurs sont aperçus qu'ils pouvaient avoir de l'argent rapidement et facilement. Subvention, l'argent rentrait à gauche, à droite, il n'y avait aucun problème. L'après-pandémie, ils ont gardé le même minding. Ça n'est pas parti, ça. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un paquet de programmes de subventions directes qui partent, qui reviennent. Les demandes sont astronomiques. Où ce qu'on avait 20 demandes, on en a rendu qu'on en a 3000. Donc, l'argent s'épuise rapidement. Dans des secteurs souvent qui sont très ciblés, si tu n'es pas accompagné soit par ton maire, ton ministre, ton préfet, si tu n'as pas le lobbying, pour supporter ton projet, possiblement que tu n'auras pas une scène non plus. Ça crée un certain sentiment d'injustice. Donc, si on se ressent ça, je reviens, moi j'aime beaucoup l'ARC. J'ai travaillé toute ma vie avec les gens de l'ARC et de l'ARQ. Pas toujours facile, mais ça a été que je pense que la structure, elle est là, elle est bien et elle est juste. Fait que si on revient à ce que tu disais tout à l'heure... À la complémentarité et à la question 4, sinon on va manquer de temps. Non, on manque déjà de temps, c'est sûr. Bref, peut-être pour terminer là-dessus, comment faire ça? 4 points. Revisiter le mandat de l'ARC dans l'application des programmes. Quand je dis ARC, c'est l'ARQ aussi, là, lié à l'innovation. J'aime pas le mot guichet unique, là, mais pour trouver une autre chose, là, mais vraiment un point central. Peut-être forcer les entreprises, puis là, Daniel va en discuter tout à l'heure, là, à protéger le fruit des innovations. Ça c'est quelque chose que j'avais mal lu. Je vais peut-être réussir à en parler, là, si on passe à ce point-là. Élargir les activités plus contestables,
Puis réviser les indicateurs de performance reliés aux subventions directes. OK, on va passer à la question 5 parce qu'elle, on va la couvrir dans la prochaine section. Fait qu'on va aller à la 6. Oui. Je l'adore, la CIS aussi. Comment peut-on améliorer et 13 simplifier le programme de la RSCDE pour faire en sorte que les entrepreneurs aient plus facilement accès au soutien? Je réitère tes propos, Pascal, et pour avoir été vérificatrice à la en RSCDE, c'est pas facile, mais moi, je salue le travail que vous faites et je salue le fait que vous êtes présents aujourd'hui avec nous, autant les gens de Revenu Québec, de l'ARC ou peut-être Investissement Québec, mais c'est primordial. Je l'ai dit tantôt, tout passe par la communication et le fait que vous êtes présents aujourd'hui, c'est le travail collaboratif pour avoir, justement, pour améliorer et pour écouter la partie de l'autre. Donc, c'est vraiment d'une extrême importance qu'on puisse toujours avoir ce discours ouvert entre nous. Donc, pour maintenir l'intégrité et aussi ne pas perdre le caractère incitatif du programme de la RSCDE, je vais vous présenter en rafale les éléments qui, selon nous, pourraient aider à diminuer peut-être le fardeau administratif de l'ARC. On aime beaucoup, nous, l'examen des processus pour gérer le risque. Donc, un processus d'examen qu'on appelle en français de la RSCDE, plutôt qu'une vérification détaillée qui devrait être adoptée. Dans mon temps, il y avait des vérifications, les vérificateurs prenaient le téléphone, appelaient pour valider certains points de risque. On n'avait pas à se déployer sur place ou à faire un audit en bonne et due forme. J'imagine que c'est encore fait, mais nous, on le voit moins souvent de façon pragmatique. On pense que ça pourrait réduire les coûts d'administration de la mesure tout en gérant bien le risque et en passant bien les messages aux contribuables que l'ARC, qui est le gardien des fonds publics, est toujours présent et très un œil sur l'aspect conformité, conforme avec le programme. Un autre élément, le processus de sélection et de service des demandes, idéalement, le monde des délais, là, je comprends que c'est difficile. Nous, on a des délais statutaires à rencontrer fiscalement parlant avec les 18 mois et tout. Mais quand il y a un audit, avant qu'on puisse obtenir le rapport de l'ARC ou à tout le moins, parfois, ce n'est pas fixé c'est quoi les délais pour obtenir la rétroaction de l'ARC. Et parfois, il peut passer 1 an. Donc, si le contribuable est mal enligné ou on a un litige, on ne le sait pas des fois avant des très longues périodes. Donc, est-ce que c'est possible de cadrer quelque chose pour que ce soit un 6 mois, un délai plus raisonnable? On croit que ça pourrait aider. Élargir, rationaliser le programme pilote amélioré d'examen préalable à une demande. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais il y a eu un projet pilote à l'ARC où l'ARC faisait des vérifications à tous les 3 mois. Donc, ça donnait un certain niveau de conformité au contribuable à l'effet que sa demande était admissible. Donc, un genre d'examen en temps réel. Bon, évidemment, mes collègues, pas mes collègues, mais mes confrères vont avoir un mot à dire là-dessus. Je peux comprendre, mais c'est un des indicateurs des pistes de solutions qu'on a indiquées, de le faire plus à grande échelle. Peut-être deux points, ça sera pas long, Daniel, je te jure. Vas-y. J'ai toujours peur quand je dis comment peut-on améliorer, et surtout le mot simplifier. Chaque fois qu'on a voulu simplifier le programme, on est arrivé avec des choses encore plus complexes. Je pense qu'on n'a pas besoin de le simplifier, ça va bien. Peut-être améliorer certaines choses, dont, entre autres, peut-être revisiter les vérifications, les audits sur place plutôt que virtuels. Ça fonctionne dans certains secteurs, plus difficile dans d'autres, je crois. Je comprends que c'est plus économique, c'est plus simple, c'est plus rapide, mais je pense qu'à la fin de la journée, on se retrouve dans des situations souvent qui sont peu pas ce qu'on voulait, et puis à force de travailler, on arrive au point qu'on serait arrivé si on s'est rencontrés en personne. Moi, c'est la recommandation que je ferais, pas autant simplifier, mais revenir à certaines bonnes pratiques qu'on faisait il y a quelques années avant la pandémie. Ce serait mon point là-dessus. Juste, en fait, surtout sur le point de simplification, encore une fois, pour revenir sur ce que vous mentionniez tantôt, tous les deux, puis quand tu mentionnais le CIF, par exemple, puis le Paris, là, puis je ne suis pas sûr que j'irais jusqu'à la solution atomique de mettre nécessairement l'ARC en charge de tout. Je ne sais pas si les gens de l'ARC apprécieraient avoir la charge de tout ça, mais à tout le moins, le minimum serait peut-être à la limite de les impliquer dès le début quand le projet est présenté. On sait que ça va aboutir là, de toute façon. On sait que ça va aboutir à une demande de RSCDE éventuellement. Donc, si on a quelqu'un de l'ARC qui est là jour 1, qui voit l'évolution du projet, bien, ça va être beaucoup plus facile de l'amener, de l'amener à comprendre, de figurer ce qu'il y en est, et ça va accélérer tout le processus qui s'ensuit après. Là. Moi, je suis persuadé qu'un examinateur ou un CRT peut
évaluer un pari et un projet de RSCDA, Ah oui, je suis certain. Je suis convaincu aussi. Tu me convaincs ça, j'ai pas de problème. On est d'accord sur ce point-là. Puis mon dernier point, peut-être éditorial, en lien avec mon passé, sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de diminuer le fardeau administratif, bien, c'est beaucoup une question de lien de confiance entre le demandeur, donc le contribuable, et les représentants de l'ARC. Et à mon époque, pendant 3 ans, on pouvait s'occuper du même dossier, donc vérifier 3 années consécutives. Au bout de 3 ans, on changeait parce que la question est de garder notre impartialité et notre indépendance d'esprit. Moi, je pense, puis nous, j'imagine que vous êtes en pratique, vous savez, quand on fait un dossier une première année, on le maîtrise davantage, deuxième, troisième. Donc, je pense que si on veut avoir des approches efficaces, améliorer la conformité fiscale, tout en réduisant le fardeau administratif, bien, le fait d'avoir un CRT qui regarde le dossier de 3 ans ou le système de charge et de compte, je pense qu'on pourrait réduire le fardeau et je pense qu'au global, tout le monde pourrait y gagner. Et versus pour le contribuable, éviter d'avoir la frustration qu'un projet ait été accepté suite à un audit par un CRT d'une province et l'année d'après refusé par un CRT d'une autre province. En fait, on va faire la transition vers le régime. IP. Ben, en fait, c'est le nom exact, là, c'est la création d'un régime privilégié des brevets. On a skippé volontairement la question 5 dans les questions relatives à la RSCDE. Ces consultations-là ne tombent pas du ciel de façon isolée l'une de l'autre, là. Si vous lisez la question 5, la consultation sur la RSCDE, on dit « Comment le programme de RSCDE peut-il assurer efficacement le maintien de la propriété intellectuelle au Canada, en particulier pour aider les entreprises canadiennes novatrices à demeurer de propriété canadienne et à maintenir leurs activités au Canada? » C'est trop vite? Avez-vous le temps de le suivre? En fait, essentiellement, ce qu'on dit, comment est-ce que la RSCDE aide au maintien de la propriété intellectuelle au Canada? La réponse simple à ça, c'est on ne peut pas demander ça au programme de RSCDE, ce n'est pas son objectif. L'objectif du programme de RSCDE, ça consiste à encourager l'innovation. C'est ça qu'on veut. Accessoirement, il y a un corollaire qui... le programme est structuré de façon, je peux retourner voir dans les notes d'adoption du projet de loi à l'origine, en 63, mais il est construit de manière à favoriser le maintien au Canada. Par exemple, on veut que les activités soient faites au Canada, soient exercées au Canada, de manière à avoir au moins une localisation physique ici. Puis on favorise, on privilégie les salaires. Hein. Dans le cadre du programme, les salaires sont privilégiés. Donc, ces deux éléments... En 63, la mobilité de la main-d'œuvre, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, c'était plus facile indirectement de générer un maintien de la pays ici à l'époque où ces éléments-là n'existaient pas. Maintenant, le programme de RSCDE, dans son état actuel, si on ne le change pas, il n'y a clairement pas assez de mordant pour répondre à cet objectif-là. C'est clair que ça ne peut pas le faire. Toujours en restant dans le domaine, parce qu'éventuellement, je pense que l'ARC puis la réflexion nous dirige vers un éventuel IP Box, un régime privilégié des brevets. Le brevet est un peu limitatif, là, ça peut couvrir d'autres choses, mais la consultation vise à se diriger vers un autre. Mais si on n'implante pas ce genre de programme-là, est-ce qu'on pourrait quand même faire quelque chose avec le programme de RSCDE? Et là, ce sont des idées lancées, ça n'engage que moi, vous avez le droit de vous insurger, de déchirer vos chemises si vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir une application, est-ce qu'on pourrait introduire dans le programme de RSCDE, si on ne va pas du côté du IP Box, est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire... Pendant les 10 années qui suivent ta réclamation de RSCDE, si tu perds ta propriété canadienne, il va y avoir l'application de certaines règles de récupération. Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de... Ouais, bouh, je sais. On protège... C'est sûr que ça protège le passé si on se sent très insécure. C'est pas très bon pour le futur. Probablement qu'on aurait de la misère à attirer des gens chez nous. Mais bon, ça, c'est le genre d'idée. Maintenant, ça ne peut pas prendre cette forme-là nécessairement. Puis, Daniel, juste Oui. avant... Tu sais, moi, là, c'est quoi un IP Box? Explique-moi, c'est quoi? Ah oui, mais tu y arrives? j'y arrive après. Juste parce OK. qu'en fait, là, on est encore dans la sphère de la RSCDE. Tu sais, il y a différentes options qui pourraient s'offrir à nous autres si on restait en domaine de la RSCDE. Là. Mais l'autre élément qu'on avait en tête, si on ne veut pas attacher les gens chez nous là, en les menaçant d'une règle de récupération, on pourrait peut-être à la limite prévoir des bonifications qui seraient versées aux entreprises après un certain nombre d'années. Après 3 ans, 5 ans, 10 ans, sont encore là. Vous avez réclamé des crédits un certain nombre d'années, bien, on vous donne une bonification. Bon, OK. C'est une option. C'est peut-être pas là où le gouvernement du fédéral veut aller. IP Box, parlons-nous de ça un petit peu. Ça va être un peu pédagogique. Je vais prendre les questions après au cocktail, si vous en avez. On va faire ça à haut niveau, essentiellement. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est familier avec ce que ça représente, un IP Box. En 2018, le gouvernement fédéral a commencé à parler de propriété intellectuelle. En 2021, il y a eu de l'argent qui a été accordé aux incubateurs, aux accélérateurs au Paris, dans le but d'aider les entrepreneurs à accéder aux gens qui font de la propriété intellectuelle. Et en 2022, il y a eu l'annonce
un engagement du fédéral à recueillir des commentaires quant à la pertinence de mettre en place un régime privilégié des brevets dans le but d'encourager le développement, le maintien et le maintien de la propriété intellectuelle découlant d'activités de RSCDE au Canada. C'est un bel énoncé. D'où ça vient cette affaire-là? On va aller plus loin. L'historique est là. La prémisse qui sous-tend la création d'un programme d'un IP Box, c'est quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est tiré des documents du gouvernement, mais ça résume bien la situation. La prémisse, c'est que les entreprises qui détiennent des brevets ou de la propriété intellectuelle protégée connaissent une croissance plus rapide et paient des salaires supérieurs. Donc, on veut croître, on veut payer des gros salaires, bingo, le IP Box, ce serait la solution tout indiquée. Et ça, c'est la prémisse de départ. On a un enjeu, parce qu'en plus, ça se combine bien avec un enjeu. Le Canada accuse un retard en ce qui concerne le nombre de brevets détenus par rapport à d'autres pays auxquels il fait concurrence pour attirer l'investissement et assurer la croissance de l'économie à travers le G20. Si vous regardez le tableau qui est là, il est tiré aussi du document de consultation. En gros, ce que ça dit, la ligne bleue qui montre, c'est la moyenne des frais d'utilisation que les pays la moyenne du G7 engrangent chaque année, engrangeant depuis 1999, de 1999 à 2021. On parle d'à peu près 20 milliards de dollars par année. Le Québec, c'est la ligne en pointillé. Le Canada, pardon, c'est la ligne en pointillé orange qui descend, là, où on est à moins 7 milliards 500 000. Ça veut dire qu'au Canada, on paye pour utiliser de la propriété intellectuelle pour nos opérations, alors que dans les autres pays du G7, en moyenne, on encaisse de l'argent. Donc, c'est ça qu'on veut tenter de corriger. C'est ça qu'on veut faire. Comment on veut le faire? Bon, il y a la RSCDE pour le programme d'innovation, on en a parlé en long et en large, on sait comment ça fonctionne, on sait ce que ça veut faire, on s'entend tous sur l'objectif. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est de passer à l'étape suivante, c'est la commercialisation. La RSCDE est terminée, on est rendu à s'attaquer au marché, on veut supporter au niveau de la commercialisation. Généralement, ces programmes-là vont prendre la forme d'une réduction de l'impôt corporatif payé sur les revenus nets tirés de la commercialisation de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est la forme reconnue. Le problème que ça pose, ce genre de règles-là, puis par ailleurs, juste le mentionner au passage, avant qu'on termine, juste au cas, mais en Europe, très populaire, OK? Sauf que notez une chose, l'Italie a renoncé, a mis fin à son programme de IP Box pour le remplacer par une super déduction des dépenses de R&D. Ça veut dire que c'est pas tout à fait encore, c'est pas unanime que c'est la solution tout indiquée pour régler cette situation-là. Mais bref, pourquoi on en parle, puis pourquoi il y a un enjeu? Il y a un enjeu international avec ça, c'est qu'à un moment donné, il y a plusieurs règles sur l'érosion de la base d'imposition puis le transfert des bénéfices. Le BEPS, vous avez peut-être entendu parler de ça. 15 actions prévues, dont une 5e qui vise à faire en sorte que, si vous voulez mettre un régime en place qui favorise la commercialisation, qui diminue les taux d'impôt, fine, je n'ai pas de problème avec ça. Cependant, vous allez devoir vous assurer que la RSCDE, à l'origine de cette technologie-là qui est commercialisée, est l'origine du même pays, du même contribuable, du même endroit. On veut avoir un rattachement. Okay? Le but, c'est l'approche Nexus. Exact. On veut réaligner l'imposition des bénéfices avec les activités substantielles à leur origine. Ça, il faut le faire. Si on ne s'assure pas de mettre des règles en place qui respectent ça, bien, on risque de s'exposer à l'OCDE, puis avec des mesures internationales comme quoi notre programme pourrait être déclaré non valide et on pourrait avoir des conséquences là-dessus. Donc, voilà, ça c'est la prémisse de base. Okay? Ça existe dans le monde à différents endroits. France, UK, on parle d'une réduction du taux corporatif à 10 %. Le Québec, là-dessus, a déjà mis en place quelque chose. En fait, il y avait la DSI à l'époque, la défunte DSI, parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de succès, je pense, à l'époque, c'était difficile. Elle est remplacée par la DSI maintenant. Et la DSI, si vous lisez les conditions, vous allez retrouver pas mal les critères qui se retrouvent dans l'action 5 du BEPS, qui permet d'avoir un programme qui est effectivement conforme aux normes de l'OCDE. Fait que voilà. Puis la Saskatchewan en a un aussi, en passant. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais c'est la Saskatchewan. C'est trop compliqué ton affaire. Mais bref, je sais que Pascal a beaucoup réfléchi là-dessus. Oh, ouais. Okay, vas-y. Les baisses d'impôts à relier un brevet, ça ne marche pas. C'est trop petit, c'est pas assez important. Il faut créditer les dépenses. Avoir un brevet, ça coûte une fortune aux entreprises. Il faut avoir un crédit sur les dépenses qu'on encourt pour faire profiter de la technologie. Puis ça doit être la patte peut-être qui manque au programme de RSCDE. Et encore une fois, l'ARC pourrait juger ça. Ce serait facile. On élargit. Au lieu d'y aller avec des dépenses d'impôt, on isole les dépenses, on fait 3-4 PNL pour avoir un crédit d'impôt que, de toute manière, les autorités fiscales ont de la misère à vérifier. C'est invérifiable. On le voit à Revenu Québec présentement. Allons-y plus simple. Puis l'autre point que je vais rajouter, que je trouve intéressant, on peut avoir un brevet ou pas, mais pourquoi souvent on perd des crédits parce qu'on par un manque de documentation? Bon, ça arrive, c'est pas documenté, blablabla, blablabla. Pourquoi que si dans un contexte, il y a un certain m'avait déjà dit,
c'est bon, je vois de la RST, puis c'est pas documenté, j'ai de la misère à accorder. Pourquoi, au lieu de faire du backdating, aller demander à l'entreprise de documenter des choses qui vont probablement lui servir à rien, à part d'avoir son crédit d'impôt, fais-lui documenter, détailler sa technologie, c'est quoi que j'ai fait, comment je l'ai fait, puis c'est quoi le next step pour aller à l'autre niveau, en cas des fois que les employés aient un roulement de personnel dans l'entreprise. C'est ça la pérennité du pays, à mon avis. Beaucoup plus qu'avoir un brevet. La technologie est là, elle est documentée par en avant, pas par en arrière. À partir du moment qu'on a un projet de moi, je pense que ce serait un meilleur investissement en temps des deux parties. Mais Daniel, ça ne comprend pas juste les brevets, ça comprend aussi Non. les logiciels protégés par savoir-faire, droit d'auteur, et c'est très populaire en France. Oui, c'est ça, c'est que dans certains C'est cas, beaucoup plus large. c'est ça, effectivement, ça prend les droits de propriété intellectuelle qui sont protégés. Dans certains cas, la protection est à l'origine de la naissance même du projet. Dominique s'en vient nous chasser de la scène. Alors, il y a 7 questions. On pourra en discuter ensemble si vous voulez, mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps de passer à travers Mais ces Daniel, il ne faut questions. pas oublier aussi, puis tu sais, je comprends le point de Pascal, mais d'un autre côté, là, moi, je suis contribuable, je paye beaucoup d'impôts. Là. Donc, le point, là, c'est que quand tu as la déduction, c'est pour des entreprises qui paient de l'impôt à la base. Donc, si tu ne payes pas d'impôt, en tout cas, je trouve que ça coûte beaucoup plus cher. Il faut quand même migrer vers Je comprends. un incitatif dans le contexte où la compagnie est taxable. N'oubliez jamais qu'on est à 71 des Américains en termes de productivité. Fort intéressant. Merci beaucoup à vous trois.